Bonsoir. Je voudrais remercier les organisatrices de cet séminaire et la discutante aussi pour l'opportunité de parler un peu sur ma recherche sur l'avortement au Brésil. C'est très important pour moi je vais parler pendant la présentation, mais c'est un moment très difficile au Brésil. Et donc c'est important pour nous de parler sur ce sujet. Donc ma présentation qui s'intitule Technologie biomédicale et l'avortement à Salvador, Bahia, Brésil. C'est une partie de ma thèse de doctorat et aussi un peu de ce que je fais au master. J'ai préparé une présentation. Je vais suivre. Je pense que c'est mieux pour ne me perdre dans la présentation et pour le français parce que je suis en train de encore apprendre bien le français. Donc, cette communication s'inscrit dans le cadre de ma recherche en cours, menée dans le cadre d'un doctorat en santé publique dans le domaine de la sociologie de la santé, ces sciences sociales en santé. S'appuie sur une revue de la littérature sur l'anthropologie, sociologie de la reproduction, et des études sociales sous technologie de reproduction et des données statistiques sur l'avortement au Brésil et des données produites aussi lors de mes recherches de terrain, des masters et de doctorats. L'idée de me focaliser sur des technologies biomédicales dans les soins d'avortement est née dans une recherche quantitative menée dans le nord-est du Brésil, dans 3 capitales, qui c'était Salvador, Recife et São Luís. Cette recherche, que c'est la recherche Grave Suisse nord-est, c'était une recherche où le terrain allié pendant 4 mois et toutes les femmes admises pour l'avortement provoqué et fausse couche à l'époque dans les maternités publiques ont été interviewées. Et j'ai travaillé dans cette recherche, j'ai fait des entretiens à l'époque avec des femmes. Et l'objectif était d'évaluer les soins d'avortement dans les services publics. Nous avons constaté à l'époque que l'échographie était un examen indispensable dans l'organisation des soins obstétricaux à l'avortement, au point que certaines femmes restent plus longtemps à l'hôpital uniquement pour effectuer un examen échographique. Dans des autres régions du Brésil, une enquête ethnographique a montré aussi, c'est l'enquête de Lilian Chazin au Rio de Janeiro, que l'échographie c'était comme un objet de consommation chez les femmes de la classe moyenne au Rio, qui sont enceintes, et elles font beaucoup plus souvent les échographies nécessaires dans les services privés pendant une grossesse normale. Donc, au Brésil, c'est très commun que les femmes fassent beaucoup d'échographies dans les services privés. Et bon, je vais suivre. Et mon mémorial de master portait sur l'échographie obstétricale. Aujourd'hui, je vais parler un peu du contexte. Aujourd'hui, on va parler d'une ville qui est située au nord-est du Brésil. C'est une ville dans laquelle plus de 80% de la population est noire, selon les données démographiques. Et la ville, comme le pays, est marquée aussi par forte inégalité sociale, des races, des classes, des genres. Et la maladie là-bas, et les soins de santé sont dispensés d'accord cette inégalité aussi. Donc, je dois parler un peu sur les contextes dans lesquels les recherches ont été menées
qui se permet également de comprendre des pratiques en termes d'utilisation de technologies dans cette réalité spécifique, comme le problème de l'avortement est produit localement et les rapports entre les professionnels de santé et les femmes qui demandent des services. Bien que la majorité des patientes des maternités publiques à Salvador sont noires et des classes populaires, les médecins que j'ai parlé pendant la recherche tous sont blanches et appartiennent des classes moyennes et supérieures, surtout des classes supérieures. Salvador compte avec 7 maternités publiques et je parlerai ici d'expérience de recherche dans une maternité publique entre cette 7. On peut voir, je mets ces cartes là-bas pour montrer un peu l'extension du pays. Le pays, c'est énorme. Donc, la ville que je parle est une grande ville qui a 2 77 d'habitants en 2010. Et dans un pays avec cette extension, nous avons depuis 1988 le système unifié de santé, qui est un système qui est universel et gratuit, malgré des contradictions dont je vais parler ici aujourd'hui, c'est un grand territoire avec des particularités régionales et spécifiques. Donc, au Brésil, la santé est un droit fondamental garanti par la Constitution brésilienne. Il s'était en conquête de la population, des mouvements sociaux et des chercheurs de la santé à l'époque ou après, dans les périodes qu'on parle que c'est de démocratisation du pays, après la dictature. Et la maternité, dont je vais parler ici aujourd'hui, par exemple, fait partie de ce système qui est totalement gratuit. Et par exemple, pendant les périodes de recherche de terrain, j'ai trouvé des femmes, par exemple, même sans documents, même sans pièces d'identité, et elles sont reçues dans cette maternité sans payer rien. Et la maternité offre des consultations de services de suivi prénatal, des examens et des traitements de suite en fausse couche et l'avortement provoqué aussi. En même temps que nous avons ce système, c'est un système public, c'est un système très important au Brésil qui attend tous ces pays, nous avons aussi un système privé qui est beaucoup fort au pays et nous avons en pratique, ça fait un effet d'un système public pauvre pour les pauvres. C'est les chercheuses et chercheuses de la santé publique disent qu'on a cet effet d'un système pauvre pour les pauvres. C'est pas entendu comprendre comme un système qui c'est un droit constitutionnel dans la pratique. Et elle est fait comme un système pour les personnes qui n'ont pas d'argent pour payer les services privés. Donc, sur les aspects contextuels de l'avortement au Brésil, l'interruption volontaire de grossesse est interdite au Brésil depuis, selon les codes pénals de 1940, c'est ancienne, à l'exception des cas suivants, quand la grossesse résulte d'un viol, lorsqu'il y a un risque de mort pour la femme enceinte, et un cas d'encéphalie fétale, qu'il s'agit d'une décision récente de 2012, qui c'était après on propose
d'un groupe politique, des partis politiques avec des militants et chercheuses qui proposent, qui a demandé à la Cour suprême en 2004 d'autorisation d'interrompre la grossesse en cas d'anécéphalie. Mais malgré que cette autorisation, même l'avortement légal dans cette case au Brésil, c'est également, il y a beaucoup d'obstacles pour avoir accès à même dans ces cas. Des femmes qui font l'avortement dans ces cas ne sont pas punies pour la loi, mais il y a beaucoup de difficultés pour avoir accès. Donc, les premiers, même que la loi est de 1940, le premier service d'avortement légal a été établi dans les pays depuis qu'en 1989. Et ces services sont surtout concentrés dans les capitales et les grandes villes. Nous avons aujourd'hui seulement 37 services actifs. On peut voir ici que seulement 11 sont situés. Ici sont les services d'avortement légal. Et seulement 11 sont situés à la région nord-est. Et à Salvador, c'est la ville que je travaille, il y a seulement 2 services d'avortement légal. Pour une population de 2 millions de personnes. On fonctionne dans une maternité publique et autre dans un hôpital qui n'est pas en maternité, mais un service spécifique pour la santé des femmes. Donc la question de l'avortement, je pense que ces dons-là montrent comment c'est difficile d'avancer, même dans les cas où l'avortement est légal. On a beaucoup de difficultés d'avancer et de faire ce service marcher dans les pays. Et la question de l'avortement au Brésil est controversée. Il existe un fort mouvement dans les pays contre la décriminalisation et la légalisation de cette pratique. Ces dernières années, un véritable croisade contre l'avortement se consolide avec l'occupation des positions politiques par des groupes religieux, évangéliques et catholiques, ainsi pour un série de projets de loi qui veulent rendre l'accès à cette pratique encore plus restrite. Comme cet article est très intéressant, article d'Eliane Brandão et Cristiane Cabral de 2019, il montre que les droits sexuels et reproductifs en général ont été la cible des politiques néoconservatrices dans les pays. On peut citer les projets de loi maintenant qui défendent que les droits des fœtus à naître, qui s'appelle Estatuto do Nascituro, et la tentative d'inclure les droits à la vie dès la conception dans la Constitution fédérale pour un projet de loi sur la grossesse. Ils mettent les phrases, les droits à la vie sans la conception. Donc, dans ces scénarios de condamnation juridique et morale que les femmes brésiliennes continuent à pratiquer illégalement l'interruption de la grossesse. Donc, la législation n'empêche pas la pratique, mais renforce les fortes inégalités sociales présentes dans la société brésilienne. Comme montre, je vais parler un peu plus sur les données sur l'avortement au Brésil. L'enquête nationale sur l'avortement menée en 2010 et plus tard en 2016, coordonnée par la chercheuse Débora Diniz, qui c'était cette femme-là, a été la première enquête nationale sur le sujet et constitue une des études plus importantes sur l'avortement dans les pays. Dans cette recherche,
l'auteur constate qu'une femme sur 5 a pratiqué au moins un avortement pendant sa vie reproductive. Cela signifie qu'en 2015, 503 000 femmes ont recours à l'interruption de la grossesse indépendant de l'interdiction légale. Environ la moitié de ces femmes doit être hospitalisée pour traiter les complications d'un avortement illégal. Deborah a sorti le pays parce qu'elle était menacée de mort dans ces dernières années. Elle est maintenant aux États-Unis. Elle est professeure visitant aux États-Unis maintenant. Parce que dans ces moments-là, beaucoup de personnes qui défendent les droits des femmes et des choses comme ça sont en train d'être menacées de mort. C'est très grave la situation maintenant. Donc, la moitié des femmes doit être hospitalisées pour traiter les complications. Et mon enquête, comme beaucoup des autres enquêtes au Brésil, ont été menées avec des femmes qui ont été hospitalisées pour la difficulté d'avoir accès à cette femme à cause de la criminalisation. Il s'agit d'une stratégie courante parmi les recherches pour accéder aux femmes. C'est-à-dire que l'expérience des femmes qui ont provoqué des avortements, qui n'a pas besoin d'être hospitalisée, est encore relativement mal méconnue. Donc, il y a un univers qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'une partie des femmes n'a pas besoin d'une hospitalisation. Donc là, les recours à la pratique s'y partagent de façon inégale à travers des pays aussi. La région du Nord-Est où cette recherche a été menée est celle qui concentre le pourcentage pour l'élevé d'avortement. Pendant la période de la recherche Salvador, de la recherche Gravisus que j'ai parlé au début, Salvador était la capitale avec plus de femmes hospitalisées à suite d'un avortement. En ce qui concerne la mortalité liée à l'avortement clandestin, en 1990, environ 64 femmes sont mortes de suite d'avortements illégaux, alors qu'en 2016, ce chiffre a tombé à 203 sur un total de 1140 ans. C'est environ 11% des morts maternelles en 2016, c'est sur l'avortement, selon les données du ministère de la Santé. Cela veut dire que tous les 2 jours au Brésil, une femme meurt des suites d'un avortement. La diminution de la mortalité maternelle, d'où la pratique clandestine d'interruption de la grossesse, s'explique par l'entrée de médicaments cytotech, donc la substance elle est mise au misoprostol, dans les marchés clandestins brésiliens. Ça fait rendu les procédures plus sûres, même s'ils restent dangereuses. Les pratiques d'interruption de grossesse ont changé au cours des dernières décennies. Jusqu'à les 80 ou les années 1980, les sondes, les substances caustiques et les objets perforants étaient les méthodes largement utilisées. En 2016, environ la moitié des femmes qui ont interrompu la grossesse utilisaient les médicaments, selon les recherches de Deborah Diniz. Ce qui a entraîné un nombre plus important d'avortements complets et une diminution des infections et des saignements. Donc ça a changé beaucoup le scénario de la mortalité pour l'avortement au Brésil, et nous avons toujours cet argument
sur la santé publique pour essayer d'échanger les criminalisations au Brésil. Et avec la diminution de la mortalité, les groupes et les personnes qui sont contre la décriminalisation disent que cet argument ne fonctionne pas, ne fonctionne plus parce que donc maintenant la mortalité a diminué. C'est pas important de décriminaliser parce que la mortalité a diminué. C'est un argument qui s'est utilisé maintenant pour les groupes qui sont contre la décriminalisation de l'avortement. Donc, en effet, les médicaments sont obtenus par les femmes sur les marchés clandestins où ils ne connaissent parfois pas assez la substance pour l'avortement. Et son utilisation est enseignée pour les vendeurs lui-même, sans information précise sur la façon d'utiliser correctement. Les parcours de la combattante, selon une de mes interlocutrices, le parcours, c'est d'initier l'avortement avec un médicament, qui c'est le misoprostol, acheter sur un marché illégal, de faire une échographie dans le secteur privé pour assurer que l'avortement a marché et aller après à l'hôpital en cas de douleur et de saignements abondants. Donc ici, c'est un exemple d'un lieu que les femmes ont accès aux médicaments, que c'est une image qui vient d'un site des ventes brésiliennes. Ces ventes, en général, les personnes peuvent vendre des voitures ou l'ordinateur. Il y a aussi des cytothèques. Les drogues sont vendues légalement. Les femmes ont également accès dans les pharmacies clandestines. Ah, j'ai 30 minutes. Les femmes... je vais passer, gente. Dá acesso aussi accès dans les pharmacies clandestines et des Donc, pour un exemple, une de mes interlocutrices a acheté des médicaments pour 50 reais. 50 reais, que c'est 2 euros environ par pilule, et avait besoin à la fin de 6 pilules, que c'est 300 reais au total, c'est environ 64 euros. Le salaire minimum au Brésil, c'est environ 210 euros. Sa première tentative d'avortement échouée, lorsqu'elle arrivait à l'hôpital et qu'elle fait l'échographie, la vitalité fœtale a été trouvée, quand il a encore des bâtiments de corps fœtaux. Elle a dû acheter des pilules de nouveau et répéter les procédures. Pendant que plusieurs des femmes progressent dans cette chemin tortueux d'interruption, leur grossesse progresse également et la garantie de réussite sans séquelles pour les femmes doivent plus précaires. Donc, je fais ma recherche dans la maternité publique, comme j'ai déjà parlé. J'ai fait des recherches de terrain en 2013 et 2018. J'ai fait des observations participant dans différents espaces de la maternité, la salle d'attente, des cliniques, des salles d'échographie obstétricale. J'ai assisté des examens et j'ai assisté aussi des conférences scientifiques des domaines médicaux sur la gynécologie, obstétrique. Et j'ai parlé aussi avec des femmes et des professionnels de santé. Dans cette présentation, je vais me concentrer surtout sur la technologie de l'échographie obstétricale. Il y a des autres technologies aussi dans ce parcours de l'avortement légal, comme les médicaments lui-même. Le premier point à noter, c'est que dans cette maternité, contrairement à certaines études internationales sur technologie de visualisation, l'équipement échographe de la maternité est considéré comme obsolète pour les professionnels. Cela signifie qu'il produit une image grise, pas très nette, ce qui pour eux était insuffisant
quelquefois pour faire un diagnostic. Dans la plupart des cas, les mêmes professionnels qui travaillent dans les systèmes publics travaillent possèdent leur propre clinique privée. Ils utilisent aussi dans sa clinique privée des équipements plus modernes qui produisent des images 3D. Donc les femmes arrivent à des urgences généralement avec des saignements et douleurs. Ils sont rapidement vus dans cet espace et classés pour l'équipe de santé comme des femmes qui a fait recours à une interruption volontaire de l'avortement provoqué. Toutes les femmes, sauf lorsqu'elles arrivent dans un état de santé très grave avec beaucoup de saignements, doivent faire une échographie. Donc, toutes les femmes font une échographie à l'hôpital qui précède leur hospitalisation. Au cours de ma recherche de terrain à ces services d'échographie, environ 20 femmes sont passées chaque jour, y compris des femmes enceintes et des femmes qui font des fausses couches aussi, ou l'avortement provoqué. J'ai organisé 3 scènes principaux que j'ai observées dans ce service d'échographie. Et je vais montrer ces 3 scènes qui sont des types différents de situations. Donc, la première scène, c'est il n'y a ni grossesse ni reste. C'est quand l'avortement est complet. On peut voir que l'échographiste il dit pour les femmes, je n'ai rien vu à l'échographie. Si on ne voit rien, c'est que la grossesse est os de l'utérus. C'est au début de la grossesse. Donc, enfin, il n'y a pas une description d'un fœtus qui a été vu sur l'écran de l'échographie. Et dans ces cas-là, qu'on n'a pas, avec l'absence de débris ovulaires ou dans l'image de les fœtus, les échographistes interprètent et disent pour les femmes qu'il n'a rien va passer. Et cette femme n'a pas de besoin d'une hospitalisation et les professionnels qui réalisent l'examen, qui interagissent avec elle, n'évoquent pas le fondement moral qu'un avortement peut bousculer ou susciter. La deuxième scène, c'est quand la grossesse est là, il y a des bâtiments, que c'est le cas que j'ai parlé de la femme que j'ai parlé pendant la recherche de terrain, qu'on a une menace d'avortement et découverte de vitalité fœtale. Donc, l'écho a produit des images qui montrent la présence objective du fœtus. La grossesse est là, vous voyez, fœtus vivant, la grossesse est là, 3 mois. C'est ça, le corps du bébé. Il allume l'appareil qui vous permet d'entendre des battements du corps et la femme pleure encore plus. Vous bougez votre bras, vous dites, elle décrit des fœtus. Vous bougez votre bras, vous dites au revoir. Avez-vous pris des médicaments? Et la femme dit, je suis contre ce genre de choses. Et dans ces cas-là, les professionnels montrent l'écran pour la femme, que c'est pas une chose courante à les services pour des autres femmes enceintes. Il dit petit œil, petit bouche, petit narine, petit nez. Bon, maintenant vous cherchez un programme prénatal pour accompagner la grossesse et vous pouvez attendre des roses. Et la troisième scène, c'est la plus difficile
c'est quand l'avortement a eu au deuxième trimestre de la grossesse que le médecin a dit les professionnels, il y a en dessous la civière à assister. La femme arrivait à les services dans un état grave. Elle était avec beaucoup de saignements. Et l'écho dit, avez-vous déjà fait une échographie montrant une grossesse? La femme dit, en fait, je ne savais même que j'étais enceinte. Je suis allée chez le gynécologue et le bébé est pratiquement né. Et le médecin dit, vous n'avez pas prévenu la grossesse, non? J'ai pris des médicaments, mais j'ai oublié 2 jours. Et l'écho dit, maintenant, vous allez prévenir la grossesse. Mais le plus important, c'est qu'elle dit, avez-vous le fœtus sorti quand vous étiez chez vous? Et la patiente dit, non, je n'ai vu pas. Et est déjà grand, non? Avez-vous le ventre sorti, les petits bras? Et la patiente dit, non, je n'ai pas vu, juste qu'il tombait. Et après, la patiente a sorti la salle, l'échographiste m'appelait, me montre l'écran, que c'était incompréhensible pour moi, et m'a dit, elle ment, elle fait environ 5 mois de grossesse. Cette image est celle-là d'un utérus compatible avec environ 5 mois de grossesse. Et mes regards et dit, ce doit être encore un cas de fœtus qui part aux toilettes et que nous lisons dans les journaux. C'est pas comment maintenant, mais il avait des cas de l'avortement qui sortent dans les journaux. Et il dit que les femmes est connue comme quelqu'un qui a tué un bébé. Donc, nous avons au Brésil ce scénario de fortes inégalités sociales, raciales, de genre, ainsi que la condamnation pour la loi et par morale de la pratique de l'avortement. Dans les maternités, espaces destinés aux femmes en situation d'avortement, c'est une zone grise entre ce qui est un avortement provoqué et une fausse couche. Dans la pratique, cela veut dire qu'au premier moment, lorsqu'une femme arrive avec des saignements, elles sont automatiquement considérées comme criminelles. Cette hypothèse sera valable en fonction de ce qui a été observé à l'échographie. L'utilisation de techniques comme outil de diagnostic, mais aussi comme outil de punition, de montrer les bébés. Je n'ai pas de négligence dans l'utilisation de la méthode pour. On peut voir que c'est pas neutre l'utilisation de la technologie dans cet espace. Et donc, cette hypothèse que toutes les femmes sont criminelles a priori, rend très difficile la création d'un rapport de confiance entre les professionnels de santé et les femmes. Monte un jour le rapport de soins. Les stéréotypes de genre matérialisés dans les espaces physiques de la maternité en fait un espace symbolique destiné à accueillir des femmes qui doivent être mères. Les professionnels de santé qui travaillent dans ce lieu, bien qu'ils sachent qu'ils s'occupent aussi des femmes en situation d'avortement, sont formés dans son formation académique et pratique dans les services au quotidien pour donner vie au monde. Donc, ces travaux de travailler avec des femmes qui ont été provoquées un avortement, c'est comme une chose qui est contre leurs travaux pour définition dans cette liée. Donc, dans ce lieu symboliquement et structurellement préparé à produire des mères, les femmes en situation d'avortement sont traitées dans cet espace comme anti-mères.
La personnalité fétale et la condamnation morale de la pratique dépendront également de ce qu'on trouve dans l'utérus des femmes. Lorsqu'il n'y a aucun signe d'avortement dans un ventre vide, les échographistes évitent d'entrer sur le terrain moral de la condamnation de l'avortement. Quand la vitalité fétale est trouvée, il y a des possibilités de transformer dans cet espace cette antimère en mers. Et dans cette situation, la technologie est un outil d'aide dans la pratique. Quand le médecin peut montrer le fœtus à des femmes, il lui fait entendre des bruits de cœur afin de tenter de convaincre de rester avec la grossesse. Quand un utérus compatible avec une grossesse plus avancée est trouvé, le fœtus est déjà interprété comme une personne, comme un enfant. Dans ces cas, la punition morale est plus grande, est plus forte. Ce sont probablement des femmes qui meurent à cause de la criminalisation au Brésil parce qu'elles ont été des difficultés d'avoir accès à l'interruption au début de la grossesse. Et sont les cas où l'avortement est a plus de risques. Et elles pratiquent aussi en conditions plus dangereuses. Le statut moral de la femme dépend aussi de ce qui s'y trouve dans son utérus. Quand rien n'est pas trouvé, alors qu'il est possible de convaincre de poursuivre avec la grossesse, elle entre dans le terrain symbolique de la maternité, si elle est encore en grossesse. Si la femme a provoqué un avortement, elle revient pour faire partie du lieu symbolique d'antimère. Et les scènes montrent également des autres aspects importants, tels que la manière dont la criminalisation renforce des inégalités de classe, de race et de genre. Les femmes noires et pauvres au Brésil sont celles qui meurent plus souvent des suites de l'avortement au Brésil. Emmanuelle Igoy, c'était une chercheuse qui travaille surtout sur la question raciale et l'avortement. Et c'est une enquête épidémiologique qui a montré comme a montré que les femmes noires sont les qui meurent plus. Et pourquoi les femmes noires meurent plus? Parce que ces groupes ont plus de difficultés d'accéder à les services de santé, plus de difficultés de gérer la propre contraception, plus de grossesses imprévues et plus d'avortements. Ils sont aussi des femmes qui ont plus de difficultés à diagnostiquer une grossesse à un stade précoce et qui font recours à des façons plus clandestines d'interrompre la grossesse. Et lorsque la couleur de peau, la recherche d'Emmanuelle a montré que lorsque la couleur de peau est plus foncée, elles sont confrontées à ils attendent plus dans les services publics, dans les services de santé. Les relations inégales de classe et de race sont reproduites au sein de la maternité. Considérant que la plupart des professionnels d'enseignement supérieur au Brésil sont blancs, encore pour la division inégale d'accès à l'enseignement supérieur au pays, et que les femmes qui utilisent le système public sont surtout noires et de classe populaire et qui a bas accès à l'éducation formelle. Bon, j'ai passé beaucoup de temps, pardon, mais pour finir, je vais parler un peu de c'est bon? Pour finir, je vais parler qu'est-ce qu'il y a au Brésil pour enfrenter, je ne sais pas si j'existe ce mot,
pour les résistances qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur des services de santé pour faire face à cette situation. Donc, nous avons au Brésil plus de 20 ans. Je pense qu'il y a 10 ans qui a un ouvrage qui s'appelle 20 ans de recherche sur l'avortement. Je pense que maintenant c'est 30 ans de recherche. Donc, il y a beaucoup de recherches sur l'avortement. Il y a déjà encore plus de recherches et des groupes qui travaillent surtout sur les droits reproductifs des femmes. Et donc, nous avons cette production scientifique qui a subventionné la formulation des politiques publiques telles que le programme d'assistance intégrale à santé de la femme. Ça, c'est important que nous avons des politiques publiques qui sont avancées au Brésil. Même qu'on a des interdictions sur l'avortement, on a aussi un programme en politique publique pour l'assistance à des femmes qui a été produit pour des politiciens qui sont féministes quand elle était à l'époque dans le pouvoir. Donc, même qu'on a cette politique qui sont avancées, on a des difficultés de mettre en pratique cette politique. Donc, on a cette politique qui est d'assistance intégrale à la santé des femmes et on a aussi des politiques d'humanisation, d'attention à l'avortement qui sont sont les politiques qui sont comment dire, c'est comment les soins de santé doivent traiter des femmes qui ont provoqué un avortement. Parce que ici, la recherche, par exemple, la recherche qu'on fait, c'est surtout sur les services publics de santé. On ne parle pas, on parle des choses qui sont légales, qui sont les soins de santé pour des femmes qui ont déjà provoqué un avortement. Ils sont à des hôpitaux. Et nous avons cette politique que c'est difficile de mettre en pratique, mais c'était produit pour des femmes qui sont, pour des chercheuses féministes et des politiciens féministes aussi, qu'on a l'opportunité d'être au pouvoir, qui maintenant ne sont pas. Et à Salvador, il y a aussi un service qui est innovateur, qui propose un traitement post-avortement spécialisé avec des professionnels qui savent qu'ils vont travailler seulement avec des femmes qui ont provoqué un avortement ou qui ont une fausse couche parce que dans la pratique, on ne sait pas. Et ce service propose de faire des traitements avec des médicaments et des professionnels formés pour travailler spécifiquement avec des femmes en situation d'avortement, qui c'est notre collègue qui travaille sur ce sujet-là. Et une chose que des chercheuses au moment argumentent, que même avant la déscriminalisation de l'avortement, nous devons changer les modèles actuels des soins post-avortement au Brésil. Donc, on a beaucoup de difficultés d'avancer dans la déscriminalisation, mais on travaille au moins à améliorer, par exemple, les services qui sont prévus pour la loi, pour cette scène que j'ai montrée aujourd'hui ne peut pas marcher plus. C'est tout dans la loi. Et en créant nouveaux espaces distants des maternités avec des professionnels prêts à accueillir des femmes.
Et j'ai parlé sur beaucoup de données ici sur l'avortement. Cet rapport a été créé en 2018, c'est le rapport du ministère de la Santé, en 2018, à l'initiative des chercheuses et des mouvements sociaux, à une audience publique pour discuter la dépénalisation de l'avortement au supérieur tribunal fédéral a été organisée. C'était l'année dernière. Avec la participation de chercheuses, des mouvements sociaux, des mouvements religieux aussi, et toute cette audience est sur YouTube. Et donc, on avait cette audience l'année dernière qui c'est encore en cours d'être jugée. Parce qu'il argumente que la criminalisation d'avortement viole les droits fondamentaux garantis de la Constitution fédérale brésilienne. Donc, on a des droits à la santé dans la Constitution fédérale et les femmes continuent à mourir pour l'avortement. Donc, c'est contre notre Constitution. Ces moments a conduit ces moments-là a conduit une série de manifestations en faveur de la dépénalisation de l'avortement au Brésil. Mais tout ça s'agit avant tout d'actions qui dépendent d'initiatives individuelles ou des groupes féministes et académiques. Donc, toutefois, la criminalisation de ces pratiques continue d'être un facteur qui renforce les inégalités, pénalise les femmes qui s'y trouvent dans une situation de plus grande vulnérabilité et entrave le développement des initiatives qui ont réellement un impact sur l'amélioration des morbidités et mortalité des femmes brésiliennes. Dans ce contexte-là, les pratiques autour des technologies et des échographies révèle aussi une expression de ces inégalités. Ils sont utilisés nombreuses fois comme outils qui renforcent la morale sur l'avortement dans les pays. Et ça pour dire, c'était un ouvrage qui s'était organisé dans les premières rencontres nationales de recherche et activisme, que c'était en 2017. L'ouvrage a sorti cette année. Et j'ai fait cette thèse-ci, c'est moi qui fais la fiche, oui. Et c'est ça, ici c'est pour le droit, pour la vie des femmes, les droits à l'avortement, c'est ça, merci. Merci Mariana. J'ai très froid. Merci beaucoup Mariana, c'était très intéressant la présentation et l'article que tu m'as envoyé qui retrace un peu cette présentation. Alors je vais aborder les points intéressants et à chaque fois voir quand j'ai des questions à te poser au fur et à mesure en fait. Alors déjà, je trouve ça très intéressant le fait que tu mobilises, alors tu t'en as parlé très rapidement ici, mais un peu plus dans l'article, tu mobilises le concept d'itinéraire d'avortement. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre bien que c'est pas juste une pratique, une technique ou un recours, voire un moment, mais que l'avortement, en fait, il s'inscrit vraiment dans une histoire de vie, dans un parcours, et y compris un parcours médical. Alors j'ai une première question justement à ce sujet, c'est qu'on aimerait en savoir un peu plus sur les itinéraires des femmes que tu as rencontrées, notamment qu'est-ce qui se passe avant qu'elles aillent à l'hôpital pour une échographie. Est-ce que on retrouve ces mêmes représentations à la pharmacie ou à la clinique pour celles qui utilisent des médicaments ou des techniques qui sont possibles, enfin du moins disponibles, qui ne sont pas sur Internet, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, est-ce qu'elles sont vraiment confrontées au même étiquetage? Je pense qu'il y a vraiment le concept d'étiquetage, de labeling, the labeling theory.
Voilà, par rapport aux femmes qui avortent. Alors, tu expliques aussi très bien que les itinéraires sont différenciés selon la race et la classe. Or, justement, il y a un système médical universel, donc est censé ne pas faire de distinction. Et là aussi, on aimerait en savoir plus, parce que tu l'as montré, en fait, effectivement, les femmes noires vont plus mourir suite à un avortement provoqué que des femmes blanches ou des femmes pauvres par rapport à des femmes riches. Mais est-ce que toi, tu as observé par rapport à l'échographie, dans les scènes que tu décris, est-ce que tu as observé justement des différences de traitement, mais je veux dire dans les représentations, est-ce que c'est des représentations anti-mères plus fortes si la femme est de couleur, ou est-ce que tu as observé vraiment ces rapports sociaux inégalitaires de race et de classe, quoi. Voilà. Ça, on a envie d'en savoir un peu plus en fait, par rapport à ton terrain, à toi. Alors un autre point qui est intéressant dans ce que tu nous as présenté, donc tu parles de scènes, et moi j'ai l'impression qu'on est plus en fait sur des idéotypes en fait à la Weber, parce que chaque représentation donnée par la biotechnologie donne lieu à des représentations en fait différenciées, à la fois de la femme et de la grossesse, à la fois de la patiente et du futur produit de la grossesse ou pas. Et je vois, en fait, ce seraient des idéotypes qui reprendraient un peu tes scènes, mais j'ai une confusion, notamment par rapport à l'article que tu m'as envoyé. Il y a l'avortement complet, donc la grossesse inauthentique, enfin, si on voilà. Il y a après, il y a l'avortement incomplet, donc il y a des restes. Et là, j'ai du mal justement avec l'avortement menacé. Est-ce que tu le mets plus dans l'avortement incomplet ou dans la grossesse authentique? Est-ce que, voilà, comment parce que le troisième donc, ou quatrième idéal type, ce serait la grossesse authentique, c'est quand les femmes viennent faire une échographie alors qu'elles sont en train de perdre un fœtus de plus de 3 mois, quoi. En gros, ce serait pour... Donc voilà, donc comment tu arrives à distinguer les deux? Alors après, c'est super intéressant de voir la différence de prise en charge, hein, et surtout la différence dans la mission des professionnels de santé, et de voir justement ces différences entre la France, voire l'Europe en général, et le Brésil tel que tu le décris ici. Parce que tu montres bien que la mission première des professionnels de santé à l'hôpital, notamment celle où tu as fait ton étude, c'est celle de faire naître des bébés. Donc en fait, leur patient, en quelque sorte, c'est le futur enfant. En France, la mission première des professionnels, c'est réellement de s'occuper de la femme patiente, donc de la future mère ou non d'ailleurs. Enfin, c'est surtout de s'occuper de leur corps, moins de leur corps à elles, moins que de la personne réellement. Alors ça ne signifie pas pour autant qu'il y a une acceptation énorme de l'avortement en France, hein. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez entendu parler des propos l'année dernière de Bertrand de Rochambeau, qui était le président du syndicat national des gynécologues obstétriciens en France, et qui a déclaré face à un journaliste « Nous ne sommes pas là pour retirer des vies. En tant que médecin, personne ne pourra m'y forcer. La loi me protège et ma conscience aussi. » Donc on voit bien que ça ne concerne pas que l'Amérique latine, qu'on a des gros problèmes aussi en France, même si chez nous c'est légal, hein, l'accès. Mais donc ces propos en France, ça a ravivé toute une polémique autour de l'IVG, parce qu'il faut savoir qu'en France il y a une double clause de conscience par rapport à l'IVG, c'est-à-dire que les médecins, ils sont déjà en médecine générale protégés par une clause de conscience s'ils ne veulent pas pratiquer un acte ou quoi que ce soit, et c'est rappelé dans la loi en cas d'IVG, alors qu'une suffirait amplement, il n'y a pas besoin d'avoir une clause spécifique pour l'IVG. Alors voilà, donc ça s'est fait, enfin cette déclaration elle s'est faite dans un contexte assez compliqué, et aussi pour rappel, juste vous dire que le centre d'IVG où il est possible de faire une IVG en France diminue énormément en France, et que même ici où l'avortement est légal, l'IVG est légal, et ben, il y a une forte discrimination des femmes qui avortent, et ça, il y a de nombreuses études qui mettent ça en avant.
qui le montrent. Alors, j'ai des questions après aussi autour de donc, ce que j'appelle moi l'étiquetage des femmes et la valeur symbolique qui est attribuée au fœtus. Tu fais donc tu l'as abordé très rapidement ici, un peu plus dans l'article, tu fais vraiment une différence entre la mère et l'antimère. Donc en gros, la mère qui va poursuivre la grossesse et l'antimère qui refuse justement de poursuivre la grossesse ou du moins qui a perdu la grossesse. Qui est en train de perdre, parce que celles qui ont perdu, apparemment, elles sont safe, quoi. Enfin, elles sont pas discriminées, oui, de ce que je comprends. Et je me demandais si cette distinction, elle n'était pas valable au final pour toutes les femmes, indépendamment de l'avortement, par exemple. Est-ce que c'était pas valable aussi par rapport aux femmes qui refusent la maternité en général, même sans avoir avorté? Est-ce que c'est pas valable aussi aux femmes qui sont mères mais sans avoir réuni les critères normatifs de la bonne mère, donc être en couple, avoir la peau claire, avoir suffisamment d'argent, de bagages économiques, de bagages éducatifs, etc. Après, pour la valeur accordée au fœtus, là je me demandais si au final ça allait pas quelque peu au-delà des médecins, alors ça bien sûr que oui, hein, il y a les politiques et tout ça, mais si c'est dans le sens où est-ce que ça va pas au-delà de la morale, c'est-à-dire est-ce que ça concerne pas aussi les femmes elles-mêmes, donc au Brésil et ailleurs, qui portent une grossesse quand elle est désirée. C'est-à-dire que est-ce que parfois c'est pas forcément, ce n'est pas une valeur morale, mais plutôt une incarnation, je sais pas comment l'expliquer, mais une incarnation émotionnelle en fait. Est-ce que c'est pas plutôt le symbole d'un projet ou d'une future histoire de vie, donc une projection quelque part, qui fait que on retrouve chez ces femmes les mêmes représentations que chez les médecins. En fait, voilà, est-ce que ça va pas au-delà de la morale? Voilà, donc en fait, tout ça pour arriver à ma question, c'est quelles sont les représentations et les réactions chez les femmes qui sont là pour une fausse couche et pas pour un avortement provoqué? Voilà, est-ce que tu arrives à trouver des points de convergence entre celles qui transgressent et celles qui sont dans la norme, en fait, quelque part, et qui ont eu un accident, voilà. Alors après, ça m'emmène directement d'ailleurs à une question par rapport à fausse couche, avortement. Tu dis que c'est une zone grise. Et justement, moi, ce qui m'intrigue, c'est comment tu as réussi à identifier les femmes qui étaient là pour un avortement provoqué de celles qui étaient là pour une fausse couche spontanée, quoi, un avortement spontané. Donc comment tu as réussi à les identifier? Parce qu'en plus, quand tu décris les scènes et les réactions des femmes, en fait, on a l'impression que tu as vraiment pris en compte celles de l'avortement provoqué uniquement, ne serait-ce que dans leurs réactions, parce qu'elles sont toutes quelque part soulagées quand elles sont plus enceintes ou quand elles sont vraiment en train de perdre la grossesse. Donc on a vraiment la sensation que c'est vraiment celles qui voulaient avorter et pas celles qui perdent une grossesse désirée. Donc voilà, comment tu as fait pour déceler ça dans ton guide d'entretien ou dans ta grille d'observation? Et je finirai sur une question très large. Tu parles des travaux cités sur l'avortement justement au Brésil. Or, on sait que justement, tu l'as bien dit, c'est ce qu'on appelle une population difficile à joindre. C'est comme ça qu'on appelle en démographie. Et c'est une pratique illégale taboue, donc je me demande en fait, qui se fait pas forcément à l'hôpital, comme tu disais, qui peut se faire maintenant via Internet, chez soi, à la maison. Donc je me demandais comment l'enquête, elle avait recensé en fait toutes ces femmes qui avaient avorté, donc peut-être pas nous retracer toute l'enquête, mais quelle méthodologie ils avaient réussi à mettre en place pour identifier ces femmes. Et de la même manière, comment, parce que ça c'était mon problème quand je faisais ma thèse sur l'Amérique latine, sur la Bolivie, c'est comment identifier les mortalités maternelles qui sont directement liées à l'avortement. C'est très difficile. Voilà, oui. Et pas à l'avortement provoqué. Donc ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a un lien entre saignement et avortement provoqué, mais c'est assez difficile d'identifier. Et là, en t'écoutant, j'ai juste une remarque de faire attention justement de ne pas faire l'amalgame entre
avortement clandestin illégal et l'avortement dangereux. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'avortement dangereux qui peut entraîner des complications, alors qu'un avortement illégal va mettre en scène des inégalités sociales, de race, de classe, tout ce que tu veux, mais il n'est pas forcément dangereux. Oui, c'est une distinction qui est importante à faire. Et je finis par un petit clin d'œil à Agnès qui est là, Agnès Guillaume, parce qu'elle a fait tout un ouvrage sur l'avortement en Amérique latine et un autre plus récent sur l'avortement au Mexique. Et si vous avez des questions par rapport à tous ces travaux, vous avez une spécialiste ici. Donc profitez-en et voilà, après, je suppose que tu voudras intervenir, mais voilà, un petit clin d'œil à ton super travail. Voilà. Merci Virginie pour les commentaires, pour les questions. Je vais essayer de répondre tout. J'espère que j'ai le vocabulaire suffisant pour répondre tout. Oui. Mais réponds aux questions les plus intéressantes. D'accord. Si tu veux. D'accord. Je vais parler un peu sur l'itinéraire abortif, la différenciation. Je pense que ça c'est important. Je sais qu'à Salvador, par exemple, la plupart des femmes qui sont pauvres provoquent l'avortement avec des médicaments, comme j'ai parlé, mais il y a là-bas une clinique, qui c'est une clinique privée, qui c'est l'itinéraire des femmes qui ont plus d'argent, les femmes riches, les femmes blanches. Elles vont à une clinique privée, qui c'est illégal aussi, c'est dans les terrains de l'illégalité, c'est des cliniques. Et je sais qu'à Salvador, à une clinique privée, à plus de cliniques privées, mais il y a une clinique qui c'est plus cher. Ça coûte, un avortement là-bas coûte environ 1 000 €, c'est 5 000 reais. Et la femme va là-bas et elle fait un avortement avec aspiration, avec un médecin. C'est comme une clinique de gynécologie comme autre. Et ces médecins, ils gagnent d'argent sans payer des impôts. Il fait beaucoup d'avortements dans un jour. Et aussi, tout le monde sait que cette clinique existe parce qu'ils font aussi, il fait aussi des avortements de filles et des filles de personnes importantes dans la ville. Donc, c'est difficile de fermer cette clinique, même qu'il y a l'inégalité. Et il y a un travail, une recherche, qui c'était la recherche de Paloma Silveira. Elle a fait des recherches sur les cliniques privées. Et elle a montré qu'à Salvador, il y a des cliniques privées qui sont considérées top, qui sont les plus chères, et les cliniques privées populaires, qui utilisent les instruments plus précaires pour provoquer un avortement. Donc, il y a toujours cet argument au Brésil que les riches avoir d'argent pour payer une clinique privée et les pauvres n'ont pas d'argent, donc les riches font de l'avortement dans les situations plus sûres, que c'est vrai, mais les cliniques privées sont aussi sur le terrain d'inégalité. Donc, Paloma avoue qu'il y a aussi dans les cliniques les cas des femmes qui a passé pour les violences ou pour un procédus sans anesthésie, parce qu'elles ne peuvent pas, les femmes ne peuvent pas n'avoir un lien qu'elles peuvent dire j'étais maltraitée dans la clinique parce que c'est illégal de quelquefois. Mais ça protège. Et ça c'est aussi dans les services publics sur des inégalités raciales, sur les maternités publiques. Les maternités publiques à Salvador reçoivent surtout les femmes noires. C'est surtout les femmes noires. Ça a changé en 2010. C'est intéressant parce qu'on a un changement
d'accès, par exemple, à l'enseignement supérieur au Brésil dans les dernières années. Donc, ça a changé un peu. J'ai vu dans la pratique de mes terrains, je suis à la terrain en 2010, 2013 et 2018. En 2010, je n'rencontrais pas de femmes avec l'enseignement supérieur. En 2013, j'ai rencontré déjà des femmes pauvres avec l'enseignement supérieur. Et en 2018, j'ai écouté beaucoup de femmes qui les choses au Brésil sont plus difficiles. Que maintenant, je ne peux pas, j'écoutais des choses comme ça. Maintenant, je ne peux pas faire une chirurgie ici dans les services publics. Ça a accompagné les changements sociaux du pays aussi. Donc, j'ai vu sur les terrains les femmes les femmes pauvres et noires entrer dans l'université publique, par exemple. Et après, la précarité des services, après l'effort des gouvernements du Parti des travailleurs au Brésil, maintenant. Donc ça, et à l'époque, en 2010, c'était une époque aussi de changement, quand le gouvernement Dilma a été commencé. Donc, on avait aussi des militants féministes dans le système public politique. Donc, on avait beaucoup d'espoir que des choses vont changer. Mais c'est ça. Sous le système public à Salvador, qui c'est aussi différent dans chaque région du pays. Au sud du Brésil, je pense que c'est différent, que le système public reçoit aussi des femmes des classes moyennes et des femmes blanches. Mais à Salvador, qui c'est une ville qui est surtout une ville noire, c'est surtout les femmes noires qui sont dans les services publics, mais les médecins sont tout blanches, qui sont les personnes qui étudient médecine. Maintenant, ça a changé un peu aussi parce qu'on a des cotes raciales au Brésil. Donc, on n'a plus de médecins noirs, mais à cette maternité-là, tous les médecins sont blanches. Donc, on a cette société très racialisée et ces différences dans la pratique des services est très forte. Dans les services publics. Ils sont des médecins qui travaillent aussi dans la clinique privée. Ils sont là-bas un jour dans la semaine. De son semaine de travaux, ils travaillent un jour dans la maternité publique. C'est pas en carrière que c'est seulement sur les services publics. Et donc, sur rencontrer la vitalité quand on forme quand des médecins, des échographes ou les médecins qui travaillent à l'émergence aussi rencontrent des vitalités fétales, c'est presque automatique, les pratiques changent et dans ces moments-là la femme est traitée comme une femme qui va avoir un bébé. Donc, dans le même moment, tous les examens commencent. La possibilité, le médecin dit tu as provoqué un avortement, mais tu ne dois faire ça. Et dans le même moment, la pratique change. Et ça commence à être traité comme une grossesse qui va progrédir, comme un cauchemar. Donc, je pense que dans ces cas-là, c'est une grossesse authentique. C'est une grossesse authentique. C'est une pratique qui automatiquement se transforme dans une pratique prénatale. C'est presque automatiquement. Et c'est intéressant que je ne parlais pas sur ça, mais j'ai participé des séminaires et des événements scientifiques des médecins
et des échographes, les sujets de l'avortement ne font partie pas les médecins ne discutent pas ces sujets-là, l'avortement. Les échographistes ne parlent pas sur ça. J'écoutais seulement une fois, il y a un service à Salvador, c'est un service de l'avortement légal, qui c'est pas dans une maternité, c'est un hôpital qui c'est un hôpital spécialisé en santé des femmes. Il fait des chirurgies, mais il fait pas des accouchements. Il y a un service qui c'est spécifique pour les femmes en situation de viol. Et là-bas, ils font de l'avortement légal. La médecin qui travaille là-bas m'expliquait que l'échographiste qui travaille là-bas est traîné pour ne pas montrer les fœtus des choses que j'ai montrées ici. Mais c'est tous les autres médecins que j'ai parlé jamais discutent sur l'avortement. C'est pas un sujet qu'ils discutent. C'est dans sa formation comme médecin dans l'université ou dans les spécialisations sur échographie. Ces sujets n'existent pas. Quand je parle avec des médecins sur l'avortement, ils toujours parlent sur fausse couche. Ils traitent tout l'avortement comme fausse couche. Ils disent non, mais les femmes, elles sont tristes parce qu'elles ont perdu le... Et ça dépend aussi, parce que quand je parlais avec des médecins dans la maternité, un médecin m'a dit, par exemple, tu vas voir qu'il y a des femmes qui ne sont pas tristes quand elles perdent la grossesse. Ils sont heureuses parce qu'elles provoquent la... Il m'a dit comment on pourrait voter, comment... Il y a des femmes qui ne sont pas heureuses avec la grossesse. Tu vas voir dans sa recherche qu'il y a des femmes qui sont heureuses quand elles avortent parce qu'elles a provoqué. Et la différenciation, c'est très difficile de faire entre les fausses couches et l'avortement provoqué. Et j'ai vu sur la pratique que ça change, ça dépend de l'espace. Il y a des espaces qui tous les avortements sont traités comme des fausses couches. Par exemple, des infirmières qui reçoit des femmes au début, tout le temps traite des femmes n'être pas triste parce qu'au début de la grossesse, c'est normal des saignements. Peut-être tu n'étais pas en train de perdre votre grossesse. C'est comme un sujet qui les personnes ne veulent pas entrer dans ce sujet de l'avortement provoqué. Donc, c'est difficile de savoir. Il y a un médecin m'expliquait qu'il y a une fois de savoir quand l'avortement est provoqué. Pour ces médecins, quand il y a beaucoup de saignements et beaucoup de douleurs, c'est toujours un avortement provoqué. Oui, mais pour les médecins, c'est comme ça. Il y a des cas aussi où les médecins rencontrent les substances qu'on a fait des examens et montrent les substances, les pilules, montrent des pilules pour les femmes et dit ici. Il y a ces cas-là qui a comme on les prouve que la femme a avorté. Mais c'est très difficile de savoir. Il y a des femmes qui vont avec des amis, ils pleurent beaucoup, ils disent je suis trop triste, mais c'est difficile de savoir. Mais il y a une chose, j'ai vu dans la pratique, par exemple, les femmes qui étaient tristes parce qu'elles ont perdu en grossesse, et les médecins traitent comme non. Prochaine, oui, c'est pas une chose importante pour les médecins de parler avec des femmes qui sont tristes. J'ai déjà écouté, par exemple, la femme était dans la salle d'échographie et elle était perdue, son bébé est mort. Et elle est sortie de la salle et elle était en train de parler avec la femme qui est dans la réception. Elle était triste et la femme qui était dans la réception console, je ne sais pas comment dire, console la femme qui a été perdue parce qu'il n'existe pas d'espace pour
parler sur ça. Mais c'est vraiment difficile de savoir, mais dans la pratique, au début, quand j'ai commencé à observer dans l'hôpital, moi-même, j'ai vu que j'étais en train de juger aussi les femmes, parce que quand j'ai vu des saignements, automatiquement, je pensais non, maintenant je dois être attentive parce que c'est un cas d'avortement provoqué. Moi-même, je pense, et après, il avait un cas, par exemple, qui s'était pas en avortement. Il avait une femme avec un saignement important et pendant l'échographie, les médecins n'encontraient rien et elle fait aussi les amants bêta-HCG, c'est les amants chimiques. Et elle n'était pas enceinte. Ça, c'était un cas intéressant parce que quand elle arrivait à les services, j'ai pensé, c'est un avortement. Et pour tout le monde, c'était une surprise parce que c'était pas un avortement, c'était pas une grossesse, c'était pas même une grossesse, c'était autre problème de santé. Mais c'était comme ça, une femme qui arrive à la maternité avec saignement, c'est toujours une femme qui a provoqué un avortement. Oui, je pense que ça. Merci beaucoup Mariana, Eugénie. Ah, non, je reste. Non, s'il y a des questions dans la salle, à poser à Mariana. Oui. J'ai trouvé ça très intéressant. Je m'interrogeais un peu sur l'importance de l'échographie en cas d'avortement médicamenteux. Parce que moi j'ai lu pas mal de choses de la littérature sur l'avortement en Amérique latine, sur l'utilisation du cytotec misoprostol, et c'est quelque chose qui est très rarement décrit. Alors, cette pratique de l'échographie, est-ce qu'elle est uniquement dans les cas où on pense que ça ne s'est pas très bien passé? Parce que quand on voit des femmes qui vont chercher le misoprostol sur le marché, chez des pharmaciens et tout, il est rarement question, quand on a des cancers du fait, il est rarement question, me semble-t-il, d'échographie. Donc je m'interrogeais un petit peu sur l'importance réelle de cette pratique. Et autre question, est-ce que vous n'avez pas évoqué la question musicale, qui est un gros problème de santé au Brésil, et aussi qui a contribué à relancer un peu ce débat autour de l'avortement? Est-ce que ça a entraîné des changements? Est-ce que là aussi ça peut contribuer au développement des pratiques d'échographie? Oui, merci. Je ne sais pas si j'ai compris bien sur la question, sur l'échographie, sur l'importance de la pratique. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont faire des échographies quand elles ont pris du cytotec. Ah oui. C'est parce que je n'expliquais pas beaucoup sur l'itinéraire abortif des femmes. Il y a des femmes, au Brésil, il y a aussi des cliniques populaires pour l'échographie, qui sont cliniques privées et qui chaque examen n'écoute pas beaucoup. Il y a par exemple une clinique comme ça en France, proche de l'hôpital public. Donc c'est très commun que les femmes fassent beaucoup, même les femmes qui vont prendre les médicaments, ils font une échographie avec un médecin qui travaille dans cette clinique privée, mais c'est populaire, c'est pas beaucoup cher. Et quand elles font cet examen, c'est pour savoir s'ils sont enceintes, si l'âge gestationnel, l'âge de la grossesse, avant de prendre des médicaments. Et ça, j'écoutais de quelques femmes. C'est l'itinéraire en général au Brésil, c'est comme ça. Les femmes font une échographie pour savoir l'âge gestationnel dans cette clinique qui sont privées et ils sont pas chers.
Après, elles prennent le médicament. Et après, elles vont en clinique populaire aussi pour savoir si l'avortement a été marché. Parce que les femmes savent que si elles vont à l'hôpital et l'avortement a échoué, toutes les politiques constitutionnelles être de maintenir la grossesse. Donc, elles font cette parcours et le médecin qui fait cette échographie à ce moment-là, tous les médecins pensent qu'elles sont heureuses pour être enceintes et fait des explications comme oh, regarde ton bébé, tu as été enceinte, tu vas être une mère. Mais j'ai oublié de dire ça. J'écoutais des femmes que c'est comment pour cette femme-là qui ne veut pas en grossesse, c'est un moment de suspension. Dans ces moments-là, il y a des femmes qui même pensent sur sa décision. C'est un moment de penser aussi sur la décision de l'avortement. Mais quand ça arrête, sa décision initiale est d'avorter, même qu'elle avoue le fœtus, même qu'elle écoutait le cœur, sa décision en général c'est continuer de provoquer l'avortement. Cette femme-là que j'ai parlé et qui était sur l'hôpital et que le médecin a montré le fœtus, elle m'a dit pardon, mais elle m'a dit après pardon, mais je vais avorter autrefois, je vais essayer d'avorter autrefois, je vais acheter novement des médicaments. J'étais triste à les moments où les médecins font ça avec moi, ils m'ont montré le fœtus, mais je ne veux pas cette grossesse. Et sur les problèmes des Zika au Brésil, a aussi les débats sur l'avortement a grandi à l'époque où commençait les problèmes des Zika. Au début, il y a des recherches qui montrent qu'au début, on avait que l'avortement, je ne sais pas, j'ai oublié quelle est la recherche, mais il y a une recherche qui montre que l'avortement a augmenté parce que beaucoup de il y a des fœtus avec microcéphalie, donc l'avortement a augmenté et surtout sur les classes moyennes et les personnes plus riches. Et c'est un problème qui a aussi affecté plus le nord-est du Brésil. Et après que les moments initiaux que le début a passé, de plus de cas de bébés avec microcéphalie, et se concentre. Et après, au début, c'était en général sur tous les pays. Et après, se concentre surtout sur le nord-est du pays, qui c'est la région c'était la région plus pauvre du pays aussi. Ça commence à diminuer la discussion sur les problèmes aussi des Zika. Donc, il y a des personnes qui cherchent et disent que les femmes qui ont des enfants avec microcéphalie, qui sont les femmes surtout du nord-est du Brésil, sont maintenant oubliées pour l'État et pour les discussions et a beaucoup de difficultés d'accéder à des services de santé pour son fils aussi. Et des recherches ont montré, c'est difficile, j'ai oublié de parler sur les dons, c'est difficile d'avoir
des produits, des dons sur l'avortement au Brésil pour la criminalisation. J'ai pas envoyer des rapports du ministère de la Santé parce qu'ils font beaucoup de manières d'accéder à cette don-là, mais c'est difficile. Oui, et pour Débora Diniz aussi, sa recherche, qui c'était la première recherche nationale sur l'avortement, mais c'est surtout sur les capitales, c'est les Brésil urbaines aussi. Mais elle utilise une technique qui s'appelle technique des urnes, je ne sais pas, c'est des urnes, qui c'est de demander à la femme cet avortement était en fausse couche, un avortement provoqué, elle répondre. Il y a aussi un lien qu'elle peut seulement signaler si c'était provoqué sans s'identifier. Et c'est comme ça, c'est une manière d'obtenir des données sur l'avortement provoqué. C'est sur les hospitalisations aussi. Et ils font une manière de savoir à partir de l'hospitalisation, mais sous Zika c'est aussi difficile, mais il y a des recherches qui montrent que l'avortement a augmenté et les enfants avec microcéphalie sont surtout les enfants avec microcéphalie naissent surtout des femmes noires aussi et des classes populaires. Donc l'hypothèse, c'est que les femmes des classes moyennes et plus riches et blanches avortaient plus, avec la possibilité de faire un diagnostic prénatal et savoir que le fœtus a une microcéphalie. Un peu en continuité avec cette question-là, est-ce que l'usage de l'échographie, par exemple en France, est aussi systématique qu'apparemment au Brésil? Pour l'avortement? Oui. Ah, j'en ai aucune idée. Voilà. Je cherche ça. Parce qu'on demande toujours une confirmation de grossesse. Mais après aussi? Pour l'avortement, en cas d'avortement, je suis pas sûre qu'on fasse faire. Ça dépend du stage. Je pense qu'il faut confirmer le stade de la grossesse. Du stade. Après, si tout s'est bien passé. Ouais. Oui. Et du coup, j'avais aussi une autre question par rapport à, parce que je lisais des travaux, notamment en littérature, sur des savoirs, disons, populaires, notamment de femmes racisées, pour disons qu'il y a un savoir populaire, disons, provenant des cultures africaines pour avorter. Et du coup, s'il y avait, est-ce qu'il y a des recherches pour savoir dans quelle mesure ces techniques, entre guillemets, afro, étaient dangereuses ou pas, efficaces ou pas, et comment ça s'inscrit en gros dans ces recherches-là, ou est-ce que les recherches sont focalisées, disons, autour de la médecine, entre guillemets, occidentale, très médicalisée, très hospitalo-centrée en fait? Oui. Des recherches que je connais à Salvador et au Brésil sont surtout sur l'avortement qui est dans le domaine médicalisé. Je ne connais pas, je ne sais pas si ça existe, mais je ne connais pas de recherches qui explorent des autres manières qui ne sont pas médicalisées ou avec des médicaments pour faire un avortement au Brésil. Je sais que les femmes là-bas utilisent les médicaments, mais utilisent aussi des autres substances, comme il y a des thés mais c'est en combinaison. Donc, des femmes utilisent des thés, il y a un médicament, ça s'appelle l'eau anglaise, par exemple. C'est une chose que les femmes peuvent acheter dans la pharmacie. Et cette chose
pour beaucoup de choses. Et les femmes disent que ça aide à nettoyer l'utérus après l'avortement. Il y a des choses comme ça, mais qui sont utilisées toujours en combination avec le misoprostol. Donc, c'est très commun que les femmes utilisent, par exemple, cette l'eau anglaise pour nettoyer l'utérus, que c'est une chose qui aussi les femmes parlent beaucoup sur nettoyer l'utérus. Je ne parlais pas, par exemple, qu'au Brésil et au Salvador, surtout au Salvador, même que tous les guides des médicaux recommandent que les méthodes les méthodes pour faire l'évasion non, c'est les méthodes plus utilisées après l'avortement au Brésil, c'est la curettage, encore la curettage dans les hôpitaux. Curettage, oui. Et pas de LIU. Oui, oui, c'est ça. Je ne sais plus comment c'est, le LIU, c'est degrado uterino. Degrado uterino. Ouais. Si. Donc, les méthodes plus utilisées, voilà, c'est encore... Oui, c'est surtout le curettage. Pour les femmes, le curettage, c'est une manière aussi de nettoyer l'utérus. Pour elles, c'est... toutes les femmes comprennent, même que les médecins utilisent le mieux dans les méthodes d'aspiration. Toutes les femmes ont dit je vais faire un curettage, c'est plus commun. Et pour les femmes, c'est très important de nettoyer l'utérus. Donc, elles utilisent cette substance. C'est très commun d'été, mais c'est toujours en combination avec des médicaments. Moi, pendant toutes mes expériences de terrain, moi, j'ai jamais écouté autre manière. Dans l'hôpital public, j'écoutais seulement qu'elles utilisent les médicaments ou la clinique privée. Je n'écoutais autre méthode à ce moment. Mais il faut quand même préciser, enfin, je ne sais pas si tout le monde sait, le cytotec à la base c'est pas une pilule abortive, mais enfin, je pense que oui, voilà. À la base c'est un médicament anti-ulcère. Oui. Voilà, mais qui a des propriétés abortives, donc de fil en aiguille, voilà, les femmes se sont appropriées ce médicament pour évacuer une grossesse. Est-ce qu'il y a des réseaux féministes pour accompagner les femmes pour les médicaments, surtout pour donner des informations, comment les utiliser? Je ne sais pas si à Salvador ou dans les autres villes de Brésil, par exemple, parce qu'en Équateur, en Argentine, au Pérou aussi, il y a l'utilisation de misoprostol pour faire l'avortement démédicalisé. Mais parce qu'il y a des réseaux féministes pour donner des informations, mais aussi sur l'Internet, il y a des informations qui sont désinformations. Il y a aussi les marchés clandestins pour acheter. Ils sont les informations que les personnes qui vendent les médicaments disent comment l'utiliser. Je ne sais pas comment se passe là-bas au Brésil. Oui, il y a, je pense que sur ça aussi, il y a des différences entre les régions. Je ne connais pas à Salvador des réseaux féministes pour donner des informations. Peut-être, avec des femmes que j'ai parlé, moi, j'ai jamais écouté qu'une femme qu'elle a appris comment utiliser des médicaments avec un réseau féministe. C'était surtout avec un ami, avec quelqu'un qui a dit comment utiliser. Cette connaissance circule surtout entre les femmes des voisins,
elles savent comment utiliser parce qu'un voisin a dit ou le vendeur a dit comment utiliser. Mais entre des femmes qui j'ai parlé, je n'écoutais jamais. Ils sont pas les femmes aussi qui disent je suis féministe, je suis pour l'avortement. Moi, j'ai jamais écouté ce type de discours entre les femmes que je parlais dans les services publics à Salvador. Mais ça, je pense que ça dépend aussi de la région du pays. J'ai déjà parlé avec des chercheuses qui travaillent au sud du Brésil et là-bas, il y a des réseaux féministes et c'est surtout entre les femmes qui sont les jeunes femmes qui sont militantes, qui sont féministes et cette information circule aussi entre ces femmes qui sont sont universitaires, sont féministes, sont des classes moyennes. Je pense que ce savoir circule surtout dans cet espace et je ne connais pas à Salvador un réseau féministe qui aide des femmes à utiliser. Sont les réseaux qui sont pas. Il y a des amis et des voisins qui aident un autre et même les personnes de la propre. J'écoutais déjà des femmes qui disent ma mère m'aidait à faire ça ou ma grand-mère m'aidait, ma grand-mère me donne d'argent pour acheter des médicaments. Mais sur les services publics, moi j'ai jamais écouté. Mais je pense que dans d'autres régions des pays, il y a aussi, je pense qu'il y a une communication entre des pays aussi, entre des pays d'Amérique latine, entre des réseaux sociaux. Je ne sais pas beaucoup sur ça, mais je sais qu'il y a des communications entre des pays d'Amérique latine et des pays aussi. Il y a des organisations internationales qui ont des communications avec des féministes brésiliennes et qui font essayent de faire l'accès à les médicaments plus sûrs. Il n'y a pas le bateau, il n'y a pas un bateau, le Oui. Ouais, il n'est pas sur les bords, sur les côtes du Brésil. Non, je pense que c'est... Ouais, mais il passe de temps. Il me semblait avoir assisté à une conférence internationale et ils étaient là justement pour... Non, j'ai rêvé. Je ne sais pas si elle a passé pour le Brésil, mais je sais que... Je pense que non. Il voulait passer par en Équateur, mais ce n'est pas possible. Ça n'a pas été possible? Oui, je pense que ce n'était pas possible aussi au Brésil. Je connais une femme brésilienne qui travaille sur le même labo que moi et elle m'a dit qu'elle elle déjà essayé de amener les bateaux là-bas, mais ça n'a pas marché. Oui. Et le principe, c'est de faire des avortements dans le bateau. Dans le bateau. Dans des eaux. Mais de toute façon, ça réseau circule l'information de comment accéder à les médicaments. De quelle façon on doit acheter, parce que dans les marchés clandestins, on ne sait pas, on ne connaît pas si les pilules sont vraies ou faux. Parce que ouais. Ça marche. C'est peut-être mieux qu'elles en prennent 12. Oui. Non, peut-être pas 12, 6. Et c'est difficile Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas encore au Brésil sur l'avortement pour la criminalisation. Par exemple, on a vu des recherches montrent que l'hospitalisation a diminué aussi, la mortalité a diminué, l'hospitalisation a diminué. Il y a des différences d'hospitalisation régionale aussi. À l'époque de la recherche Gravisus en 2010, il y avait une différence énorme d'hospitalisation entre les 3 capitaux au nord-est. Salvador, c'était la capitale qui a plus d'hospitalisation. Et
on ne savait pas pourquoi, si les femmes des autres capitaux savent plus comment utiliser les médicaments, donc on a moins d'internations. Si les internations ont diminué parce que les femmes avortent moins, aussi elles savent plus maintenant comment utiliser les médicaments. Il y a des choses qui a changé dans les scénarios c'est surtout pour les hypothèses sont comme ça sur les médicaments, mais c'est difficile encore de savoir. Mais c'était important, les médicaments, cet scénario de criminalisation. Par rapport à la fausse couche et l'avortement provoqué, par exemple en Équateur, même au Pérou, que je connais le cas, c'est une stratégie des femmes. Si l'avortement c'est incomplet, par exemple, elle doit se rendre à l'hôpital, d'être si triste pour l'avortement, parce que sinon pour la criminalisation, parce qu'elles sont incarcérées, je ne sais pas si au Brésil, les femmes sont incarcérées par rapport à l'avortement, parce qu'en Équateur, Ramon ça, et au Pérou, à la Colombie, je ne sais pas, je suis pas sûre, mais parce que c'est le personnel médical qui dénonce les femmes qui ont avorté. Donc là, il fait comme toute sa position de tristesse en face de l'avortement, parce que sinon elle peut aller à prison, mais aussi il y a beaucoup de dispositifs pour les culpabiliser, pour les faire déclarer que si oui ou pas se fait avorter, même si l'avortement sont spontanés, et ils sont criminalisés aussi. Je ne sais pas si c'est le cas au Brésil, à Salvador de Bahia. Oui. Ils sont incarcérés, par exemple. Oui, à Salvador, à Salvador, c'est plus difficile que les femmes sont incarcérées. C'est rare, mais à l'époque de la recherche Gravis-Suisse, on avait un cas où la femme, elle arrivait à l'hôpital avec le fœtus parce qu'elle ne savait pas quoi faire avec le fœtus. Et les médecins appelaient la police est entrée dans l'hôpital. Il a donné la voie de prison à la femme dans l'hôpital. À cette époque-là, c'était un cas où l'équipe de recherche a actionné le ministère public parce que dans la pratique, les médecins ne peuvent pas faire ça parce que ça c'est contre leur éthique de travaux, parce qu'elle ne peut pas dénoncer des femmes. Donc rapidement, la législation pour la femme était actionnée, les femmes n'étaient pas incarcérées, mais c'est difficile. Mais il y a des recherches, je peux te dire après, mais il y a des personnes de les domaines des droits qui travaillent sur ça. Il a déjà vu que la pénalisation légale sur les femmes a augmenté. C'est difficile que les femmes soient incarcérées, mais elles sont processées dans la justice. Il y a des peines comme travailler dans un je ne sais pas comment dire, mais dans un lieu avec des enfants, travailler pendant 3 mois, oui.
c'est comme ça. C'est plus des punitions des travaux sociaux. C'est travailler avec des enfants pendant 3 mois, des choses comme ça, des punitions légales. Mais il y a des femmes qui sont punies, mais pas. C'est pas commun que les femmes sont incarcérées. C'est en pratique. Je pense que au Brésil, c'est en pratique très commun. Tout le monde sait. Il y a une vidéo qui montre comme ça. Si tu demandes au Brésil, tu es pour ou contre l'avortement, beaucoup de gens vont dire je suis contre l'avortement, mais si tu demandes, tu connais quelqu'un qui a déjà avorté, presque tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà avorté. Et si tu demandes, tu penses que cette personne doit être incarcérée pour ça, et tout le monde dit non, je pense pas ça. Donc c'est une pratique qui est très commune et c'est pas. Par contre, les femmes ne sont pas beaucoup incarcérées. Les punitions sont des autres manières. Mais il y a aussi une manière. J'ai écouté déjà des féministes qui travaillent au sud du Brésil. Une manière d'accéder à l'avortement, c'est de créer une histoire pour accéder à les services d'avortement légal. Mais l'histoire doit être très précise parce que l'échographie, par exemple, doit être tellement précise avec l'histoire des femmes pour accéder à un avortement légal. Donc, il y a des femmes qui racontent des histoires, des viols, pour accéder. C'est une manière d'accéder à un avortement dans ce scénario de criminalisation. C'est raconter une histoire sur un viol, mais c'est difficile parce que l'équipe a peur de faire des choses et après être punie pour faire un avortement et l'histoire c'est pas vrai. Merci beaucoup. Merci.